Wat zijn die mechanismen die doen dat vandaag een staat die neutraal zou moeten zijn eigenlijk niet neutraal is en ten dienste is van een grote burgerij? En een van die mechanismen vandaag, dat we gaan bespreken in het wetsvoorstel, is de kwestie van de kabinetten. De kabinetten zijn één van de schakels waardoor dat onze staat, onze regering, ten dienste staat van de hogere sociale klasse, met name de grote burgerij. We zullen dat woord gebruiken in mijn uiteenzetting vandaag. De 1 à 2% rijkste, degene die eigenlijk de productieinstrumenten in hun eigen handen hebben. En dus hebben we een beetje een analyse gemaakt, een beetje van een overzicht van wie zijn alle mensen in de kabinetten, van waar dat ze komen, wat is hun linken met de grootbedrijven, met de multinationals. En dus ik ga geen namen noemen, omdat het voor processen gaat. Je me permets de citer justement sur l'analyse un peu des États démocratiques bourgeois comme on les connaît aujourd'hui, la toute-puissance de la richesse est plus sûre parce qu'elle ne dépend pas des défauts de l'enveloppe politique du capitalisme. C'est-à-dire que la force de nos États démocratiques bourgeois, c'est que quel que soit le personnel qui soit dedans, il y a une stabilité pro-bourgeoise qui est garantie. C'est une petite explication que je rajoute moi-même. Le capital assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti dans la République démocratique bourgeoise. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça va être l'idée de dire que même si le personnel politique change, il y reste un ascendant, un contrôle de la classe bourgeoise sur l'État par des mécanismes multiples. On a classé par différents groupes capitalistiques. Donc ici, on va commencer par les organisations patronales, pour un peu avoir un peu de méthode, un peu de pédagogie, de voir un peu ensemble. Donc on va voir un peu chaque groupe de multinationales, quelle est l'influence sur les cabinets. Donc nous avons d'abord les organisations patronales qui directement envoient leurs représentants. Sorry, daar wil ik nog even bij zeggen. Het is niet alleen maar het geval met deze regering natuurlijk, beste collega's. Dat is een traditie dat al een eeuw bestaat in de burgerlijke staat in België. Dus ik wil echt niet Vivaldi alleen maar aankaarten. Mevrouw De Blok, u weet het nog, u had een van uw medewerkers in het kabinet die dan direct onderhandeld had met Big Pharma en dan na de onderhandelingen rond de medicijnen direct overgestapt was van Big Pharma. Weet je dat nog? Dus dat was toen al, ik wil zeggen, met Charles Michel was dat ook al. Hè. Weet je nog, of minister van Defensie, hoe noemt hij nog weer? De minister van Defensie, die had gewoon Lockheed Martin gewoon, die was onder andere om de F-35 met Lockheed Martin. En eens dat dan afgehandeld was, gewoon bij Lockheed Martin gaan werken. Dus die draaideurpolitiek is natuurlijk geen monopolie van Vivaldi. Dus dat wou ik zeggen echt niet duiden. Maar ja, het is nu eenmaal een tekst die over Vivaldi gaat. Dus ja, dat marxiste-analyse moet ik toepassen op jullie regering. D'abord, les organisations patronales. Donc d'abord, on a le directeur adjoint et chef économiste dans le cabinet de Alexandre De Croo. Lui, carrément, de 2006 à 2014, il était économiste en chef de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Donc tout de suite, de la FEB, donc pour ceux qui ne sont pas belges et qui éventuellement nous écouteraient dans nos débats, etc., la FEB, c'est un peu l'organisation patronale belge, du grand patronat belge. Tout de suite, de la FEB, tout de suite, hop, dans le cabinet du Premier ministre. De speciaal aangeworven cel Algemeen Beleid van het kabinet van Quickenborne. Dus die komt direct van Voka, Hop en van Pharma.be. Adviseurs fiscale zaken op kabinet van Quickenborne. Die heeft gewoon bij Unizo gewerkt, de hele carrière. En dan bij consultantiebureau PwC. Donc PwC, vous connaissez, donc une des grandes multinationales de la consultance. Kabinetchef Tine van der Straten, de Groene, dat mag ook wel. Direct gewerkt bij marketingdirecteur bij Handelsfederatie Comeos. Hop, voilà, c'est de Comeos. Dus voilà, le grand patronat du commerce, etc. Direct in het kabinet van Groen van der Straten. Dus dat was allemaal van het directe invloed van de werkgeversorganisatie, van het groot kapitaal. Nu gaan we direct vers les multinationales de l'énergie. Nous avons aussi le directeur adjoint du cabinet de Madame van der Straten, qui est passé par BIFA, qui est parti le Centre d'études d'énergie nucléaire SCNCEN, Enervalis, Stone Fund, Coris, et qui a travaillé aussi entre 2010 et 2014, a été également conseiller, fonds d'investissement conseiller du milliardaire Jeff Colruyt. Iemand anders dus die verantwoordelijk is, adjunct-directeur voor duurzame energie en die bij Siemens Windpower gewerkt heeft, waar ze CEO was bij Siemens. Een van de grote multinationals, de greenwashing, kapitalisme enzovoort, enzovoort. Beste collega's, er komen nog in het kabinet van der Straten van Eneco, er komen nog van Engie, er komen nog van Engie Electrabel. Iedereen is daar een beetje langs geweest, een beetje overal. Ik wil zeggen, en cerise sur le gâteau, en matière de grande bourgeoisie, nous avons le baron Jean-Pierre Hansen, qui est conseiller chez le ministre Georges Quinet,
dans la cellule stratégique. Et donc, je vous fais quand même un tout petit peu quand même le CV de M. Hansen, qui donc nous a travaillé en fait Distrigaz, Fluxis, Arcelor, Socofé, Netis, Banque Nationale, Fabricon, Agbar, Arcelor, CNP, Deleuze, KBC, Ergon Capital, Intégral. Ça c'est pas mal. Et il travaille dans un cabinet d'un ministre écolo. Hein, voilà. Mais c'est pas de problème. C'est la manière. Moi, je suis grand bourgeois. Je fais comme ça. Je suis bourgeois. Comment j'influence l'État? Je dis, je mets tout de suite les gars à moi dans les cabinets. Comme ça, ils décident là-bas. Et donc, c'est un mécanisme assez intéressant, en fait, de mainmise du capital sur notre État, qui, je vous le rappelle, n'est pas une institution neutre au-dessus des classes, mais fait partie, évidemment, d'un mécanisme d'oppression. Le monde des assurances, chers collègues. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Expert au cabinet Pierre-Yves Darmagne, a été passé successivement par Ackermans et Partners, expertise pour assurance, Delta Lloyd, PNV, travaille pour Encert, le centre de formation d'Assuralia. Assuralia, je vous rappelle qui sont donc les assurants, les représentants des assurances privées dans le cabinet. C'est vraiment, c'est incroyable. Autre conseiller au cabinet Darmagne depuis octobre 2021, compagnie AXA, le monde des sociétés de conseil et d'audit. Ça, nos amis français qui nous écoutent aujourd'hui peut-être en savent quelque chose. Hein, les McKinsey Boys, hein, c'est-à-dire McKinsey qui a une main mise sur l'État français. Rappelez-vous le scandale de M. Macron qui en fait a sous-traité l'ensemble de sa politique chez McKinsey. Et je me permets parce que je trouve que c'est un mécanisme intéressant d'un point de vue de comment on privatise même la politique. En dat is gewoon crazy gewoon, want dus wij waren tegen de privatisering van openbare diensten, dus van transport, van energie, van de bankensector en zo. Maar nu, het kapitaal kan nu ook de politiek zelf privatiseren door gewoon het uitbesteden aan privébedrijven. Dat is gewoon crazy. We hebben dat gezien in het Vlaams parlement, ook in de Vlaamse regering, gewoon uitbesteding. En dus, daar zijn speciale grote bedrijven, multinationals, die vandaag meer kennis hebben dan al die regeringen samen. En waar de regering van altijd paniek is en met de COVID was direct van, oh, we weten niet wat doen we? Gewoon naar McKinsey. Even bellen, zeggen, wij weten niet meer hoe dat we politiek moeten doen, hoe doen we dat? Maar koopt het gewoon, 200.000 euro, ik geef je gewoon een beetje... La politique devient une marchandise, c'est quand même fou. Marx n'aurait jamais pu s'imaginer que ça devient une marchandise, donc une force de travail concentrée qui est vendue sur le marché. Tu veux de la politique, je t'en donne. Combien de kilos de politique tu veux? 2, je te le vends. Je te le vends, mais il n'y a pas de problème. Et donc McKinsey, alors là on est parti. D'abord, évidemment, vous avez le secrétaire d'État lui-même, socialiste Dermine, qui vient évidemment de McKinsey, mais alors dans son cabinet, qui vient de chez McKinsey. Nous avons un autre conseiller de chez M. Dermine, 12 ans chez McKinsey, après avoir été conseiller à la Commission européenne pour un certain président José Manuel Barroso, qui est évidemment un expert en port tournant. Donc lui, il a eu un lumago, tellement il a tourné dans le... Il tournait sans arrêt, donc il est passé du monde bancaire dans la commission, etc. Donc ça, voilà, donc ça continue. Nous avons ici un autre conseiller au cabinet Dermine qui lui a été consultant au Boston Consulting Group. Après avoir travaillé chez McKinsey, nous avons un autre consultant spécialisé en santé, lui, hein, qui a travaillé au Boston Consulting Group et puis qui est conseiller au cabinet de Madame de Bloch, qui est ici présente ici aujourd'hui. Puis nous avons le directeur de la cellule de coordination générale politique chez M. Alexandre De Croo, qui lui a travaillé pour un ensemble de libéraux, mais qui a surtout travaillé pour la société de conseil Egon Zehnder, j'espère que je dis bien, Egon Zehnder, numéro 1 mondial des chasseurs de tête. Dus de grootste multinationals, ik wil zeggen, of headhunting enzovoort, fantastisch, hop, in het kabinet, gewoon, chef de cabinet van Petergem. Dus het is een kabinetchef, zeg ik dus geen naam noemen, maar die heeft dus gewerkt voor Van Deurzen, Van Akkeren, De Krem, Peters, Beke, Geens, Muilen en Van Petergem. 9 ministers van de CD&V. Maar wat was hem ervoor? Ja, die heeft voor IBM gewerkt ervoor natuurlijk. Hè. Dus IBM, een VZ2, dat jullie allemaal kennen in de wereld. En quoi énumérez-vous des personnes qui peuvent être ciblées, puisque vous les appelez non pas par leur nom, mais par leur fonction, en détaillant leur CV. Je ne vois pas du tout comment vous essayez d'induire un potentiel, je ne sais pas, conflit d'intérêts ou autre, ou une idée générale de la composition des cabinets. En quoi est-ce en lien avec le débat sur le code de déontologie? Voilà. Ceci étant dit, je vous permets de poursuivre. Voilà. Donc j'ai effectivement une présidente d'Assemblée socialiste qui me demande, à moi,
est-ce qu'il y a un lien entre la déontologie et le fait que beaucoup de cabinets ont des liens forts avec le monde des multinationales? Pour moi, comme député marxiste de gauche, j'ai envie de répondre oui, il y a un lien entre cette déontologie. Le premier lien, à mon avis, c'est la transparence. Moi, je pense qu'effectivement, la plupart des membres des cabinets ont un pouvoir fort. Kabinetten zijn nu eenmaal in de Belgische politiek, maar ook in gans Europa, plekken waar er heel veel macht is. Veel meer macht dan in het parlement. Ja, dat voel ik toch wel. We doen hier veel dingen, collega, in het parlement, maar als één ding is zeker, is dat het parlement over niks beslist. Maar die kabinetten beslissen over veel. En dus die kabinetten, de invloed, mevrouw de voorzitter, de invloed van al die multinationals, van het denkengoed, ik wil zeggen, hoe dat het besluitvorming gebeurt, is een essentieel oorzaak waarom dat het algemeen belang hier niet verdedigd wordt. De wet gaat naar de goede richting, maar er zijn heel veel mankementen eraan. Wij stellen voor, en we hebben ook amendementen ingediend vandaag, mevrouw de voorzitter, daar rond. Ten eerste stellen wij een afkoelingsperiode in de deontologie van 5 jaar. Vanaf wanneer mag iemand vanuit de privé in een kabinet of naar een kabinet in privé? Ik stel 5 jaar voor. 5 jaar lijkt mij het minimum. Vandaag is dat gewoon, dat is toch niet logisch dat er iemand die de F-35 geonderhandeld heeft, gewoon bij Lockheed Martin gaat werken, ik wil zeggen 2 weken daarna. Ça ne va pas. Ça ne va pas komt terug. Dus wij stellen een amendement voor 5 jaar afkoelingsperiode. Ten tweede is er geen sanctiemechanisme die voorzien is op de inbreuk op de deontologische code. Dat is wat de Greco ons trouwens vraagt. En ten derde zorgen we ervoor dat een functie binnen een beleidsorgaan onverenigbaar wordt met bepaalde functies zoals lid van een raad van bestuur van een multinational. Want dat is een probleem natuurlijk bij de VLD. Ja, hoe noemt hem nog weer? De Verhofstadt. Ja, dat is geen probleem voor de Verhofstadt. Die zitten gewoon in multinationals, in een raad van bestuur en zo, de GUCT enzovoort ook. Dat gaat niet in de politiek. Dat zijn gewoon echt problemen, mevrouw de voorzitter, dat we moeten kunnen oplossen. En ook Et donc, chers collègues et tous ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui, je pense qu'une des leçons à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes qui font que des groupes d'intérêt qui ont beaucoup de pouvoir, que j'ai appelé la grande bourgeoisie, les 1 ou 2% des plus riches, ont une influence très forte sur notre vie politique, sur les décisions qui sont prises. Et la conscience de ces mécanismes puissants de classe, des mécanismes puissants qui existent depuis déjà plus d'un siècle, doit nous amener à prendre des mesures beaucoup plus radicales, des mesures, effectivement, pour moi, qui démocratiquement sont anticapitalistes, parce qu'effectivement, il y a un problème que le 1% de notre société ont beaucoup trop de pouvoir et décident de l'essentiel des décisions politiques de notre pays. J'espère que vous allez soutenir nos amendements et j'espère que ce débat, cet exposé vous aura plu pour un peu avoir un esprit critique par rapport à la composition de nos cabinets. Je vous remercie. Ik denk ook, en daar sluit ik mij aan bij de voorzitter, dat het echt niet helpt om mensen die we nu allemaal kunnen gaan nagaan wie waar gezeten heeft, wie hoeveel kabinetten al gedaan heeft en bij welke bedrijven gewerkt heeft, dat nodig is voor dit debat. Ik had juist geprobeerd toen verstaan dat het juist niet persoonlijk was, dat het op vlak van systeem, op vlak van invloed in de maatschappij, dat het niet aan personen gelinkt is. Daar heb ik ook geen namen gezegd, behalve de baron Hansen, maar bon, dat heel veel in de media was geweest daar rond dat punt. Ik vind wel dat op de website van de Kamer zou moeten wel zijn, vind ik. Dus we hebben de namen van de leden van de kabinetten, maar een cv vind ik toch wel het ABC een beetje op vlak van transparantie, ik wil zeggen, naar de mensen toe. Trouwens, veel journalisten doen dat werk zelf, mevrouw de minister. In die zin hebben wij echt niet het monopolie van het gaan uitspitten. We kunnen een discussie hebben rond het aantal mensen in de kabinetten. Wij denken dat kabinetten geen goed punt zijn voor de democratie. Die samenstelling, hoe gebeurt dat dan? Welke macht geef je eraan? Ik zou het veel beter met administratie werken. We zijn ook een land met heel grote kabinetten. Dat is heel specifiek van in België. Hè. Dat is niet in alle landen zo.